J'espère sincèrement que tout roule pour vous. Enfin, autant que possible parce qu'au rythme où vont les choses dans les hautes sphères militaires algériennes, il devient difficile de suivre. Après la disparition du général Rachid en août 2023 et celle tout aussi fatidique du général-major Hadjossi Jamel, ex-commandant de la 2e région militaire survenue en septembre de la même année, voilà qu'un nouveau drame semble se profiler à l'horizon. Cette fois, c'est une figure colossale de l'appareil militaire qui vacille dangereusement, le général-major Abdelhamid Riss, ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, serait, selon les échos lugubres qui nous parviennent de la prison militaire de Blida, suspendu à un souffle quelque part entre ce monde et l'autre. Et croyez-moi, si la fin approche, elle risque d'être tout, sauf douce, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Ce qui s'annonce n'est pas juste alarmant, c'est carrément glaçant. La prison militaire de Blida ne ressemble plus à un centre de détention, mais à un couloir de la mort à ciel fermé. On ne parle plus d'une exception tragique, mais d'un schéma qui se répète implacablement. Si dans les prochains jours, la disparition d'Abdelhamid Riss est officialisée, notamment par sa propre épouse, alors attendez-vous à un véritable séisme dans les rangs de l'armée nationale. Car oui, ce serait alors le 3e haut, gradé à succomber derrière les barreaux. Pas un, pas deux, mais 3 généraux-majors. Tous morts dans leurs cellules. Tous des piliers de l'institution. L'équation est simple, Blida c'est devenu un cimetière avec des uniformes. Il faut quand même remettre les pendules à l'heure, le général Rachid, ce n'était pas juste un nom sur une liste. On parle ici de Rachid Chouak, attention, ne pas confondre avec un autre, un homme qui avait les clés du secteur des industries militaires. Et pas seulement. Durant l'ère Gaïd Salah, il figurait parmi les hommes les plus décorés, les plus écoutés et les plus puissants de l'appareil militaire algérien. Peu importe ses alliances de clans ou ses démêlés politiques, car soyons honnêtes, tous les généraux, en non cela ne change rien, au fait qu'il a été une pièce maîtresse de la machine militaire. Et pourtant, c'est à 73 ans, dans un flou plus que dérangeant, qu'il a tiré sa révérence. Soyons clairs, ni Rachid Chouak, ni Hadj Larouche Jamel ne sont tombés par hasard. Leur mort n'est pas le fruit du destin, mais celui d'un abandon médical pur et simple. Ces 2 généraux-majors ont été littéralement laissés de côté, oubliés par le système de santé militaire censé les protéger. Nos recherches l'ont confirmé, Chouak, ancien directeur de l'industrie militaire de 2005 à 2020 promu, ensuite général-major, tout comme Jamel, sont partis non pas à cause de la maladie, mais parce que personne ne s'est soucié de les soigner à temps. Ils ne sont pas morts dans un hôpital digne de ce nom, mais dans une infirmerie de prison, celle de Blida, un lieu censé n'être que transitoire, pas leur dernier arrêt. Pire encore, ils n'ont jamais vu l'intérieur de l'hôpital militaire dans leurs derniers instants. Leur santé s'était effondrée, mais ils sont restés confinés entre les murs froids de l'infirmerie carcérale, sans soins appropriés, sans accompagnement humain. Et si rien ne change, Abdelhamid Riss semble tristement suivre ce même chemin, peut-être même dans les prochaines heures. Dans le récit qui nous parvient, on formule des vœux sincères que Dieu lui accorde encore du temps, qu'il apaise ses souffrances et qu'un miracle lui permette de se relever. Mais même ces prières semblent s'éteindre dans un souffle tant les chances de survie du général-major Abdelhamid Riss apparaissent infimes. Toujours selon ses témoignages, il serait frappé d'un cancer du poumon particulièrement agressif. Et d'après les informations recueillies, il aurait déjà manqué au moins 7 séances de chimiothérapie. Pourquoi? Parce que toujours selon ce récit, l'administration de la prison militaire de Blida ne lui aurait ni donné l'autorisation ni offert les conditions nécessaires pour se rendre au traitement, aux examens ou au protocole médical qui aurait pu lui offrir un peu plus de temps. Un combat contre la maladie, mené sans les armes indispensables. On parle ici d'un cancer du poumon, pas une grippe, pas un rhume, un tueur silencieux, impitoyable, et souvent sans retour lorsqu'il atteint un stade avancé. Pourtant, avant d'être placé derrière les barreaux, le général-major Abdelhamid Riss bénéficiait d'un suivi médical rigoureux pris en charge à Genève en Suisse, avec le soutien officiel du ministère de la Défense nationale. Et aujourd'hui, coupé du monde, enfermé dans la prison militaire de Blida, il se retrouve soudainement, sans soins, sans visite, sans droits élémentaires. Même l'accès à un hôpital militaire lui aurait été refusé.
D'après nos investigations, sa femme ne pouvait même pas lui rendre visite et les précieuses séances de chimiothérapie qu'il aurait dû suivre disparues du programme, comme si on lui avait retiré jour après jour chaque chance de lutter. À l'heure où je vous parle, Abdelhamid Riss se trouve littéralement suspendu à un fil. Son état est si critique qu'il serait désormais cloué au lit dans l'infirmerie de la prison militaire de Blida, et ce sans même avoir été transféré à l'hôpital militaire de Ain Naja. Pas un geste, pas une évacuation, pas une... Et pendant ce temps, sa famille, elle vit un cauchemar parallèle, une pression psychologique constante, étouffante. Et je le dis sans détour, je le confirme haut et fort, ces informations, je les ai croisées, vérifiées, validées. Et qu'on ne s'y trompe pas, je n'ai aucun lien, aucun contact, aucune proximité avec les proches d'Abdelhamid Riss. Inutile donc d'aller leur faire porter le poids de ce que je dénonce. Ici, mes sources sont ailleurs et elles sont solides. J'ai fait mes vérifications, et pas auprès de la famille, mais par d'autres chemins, d'autres sources, fiables, extérieures, neutres, qui m'ont toutes rapporté la même chose. Les proches du général-major Abdelhamid Riss sont réduits au silence. Ils subissent une pression colossale pour qu'aucune information ne fuite, pour qu'aucun mot ne sorte sur l'état réel de leur père. Un homme en fin de vie. Car oui, appelons les choses par leur nom, Abdelhamid Riss est en train de mourir. Voilà un haut gradé, un serviteur de l'État, un homme qui a passé sa carrière au sommet de la hiérarchie militaire algérienne et qui se voit refuser même dans ses derniers instants le droit à un traitement. Même pas un transfert à l'hôpital militaire de Blida. Même pas une perfusion d'espoir. Et là, il faut le dire, ce n'est plus un simple manquement. C'est un drame humain, un crime par omission, voire pire. Ce n'est pas la première fois. On se souvient tous du général-major Taki. À l'époque, on avait préféré enrober la vérité, ne pas trop en dire pour protéger la famille, éviter de froisser leur douleur. Officiellement, il était mort à l'hôpital. Officieusement, c'est à l'infirmerie carcérale qu'il a rendu son dernier souffle. Et comme un mauvais scénario qui se répète, la famille de Rachid avait elle aussi été muselée. Menaces, intimidations, pression. Tout était bon pour enterrer non seulement le général, mais aussi la vérité. Mais alors, que faut-il comprendre de tout cela? Eh bien, le constat est glaçant, des détenus gravement malades croupissent dans les prisons militaires sans soins, sans transfert, sans prise en charge. Le ministère de la Défense nationale détourne le regard, refuse d'agir et laisse ces hommes s'éteindre à petit feu dans l'oubli. C'est un déni de droit, un piétinement des engagements internationaux, une insulte au droit algérien lui-même. Et pire que tout, une trahison absolue des principes moraux et humains les plus élémentaires. Et pendant ce temps-là, Abdelhamid Riss s'éteint lentement mais sûrement. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas une exagération. Je mesure mes mots, il est en train de mourir. Et il suffirait d'un bulletin médical, d'un appel de sa famille ou d'un communiqué officieux pour que tout le monde réalise la gravité. Le pire pourrait survenir d'une heure à l'autre. Un cancer du poumon non traité, ça ne pardonne pas. Son souffle se fait court, ses forces le quittent, et si rien n'est fait, c'est une annonce tragique que nous risquons tous de voir apparaître dans les prochains jours. Mais alors, qui est vraiment Abdelhamid Riss? Il ne s'agit pas d'un second couteau ou d'un nom oublié dans un tiroir administratif. Non. Pendant 3 années de 2018 à 2021, cet homme a occupé un poste clé secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Autrement dit, l'un des cerveaux stratégiques de l'appareil militaire algérien, au cœur de toutes les décisions lourdes. Durant près d'une décennie, il faisait partie du cercle des décideurs majeurs de ceux qu'on consulte avant de bouger le moindre pion. Et aujourd'hui, condamné à 15 ans de prison ferme sans qu'on sache très bien pourquoi. Il a été incarcéré à la mi-juillet 2021, suivi d'une enquête, et boum, 2 ans plus tard, verdict, 15 ans derrière les barreaux. Pas 13, pas 10, 15. Et dans quelles conditions? Total flou juridique, procédure express, rideau tiré. Et les charges officiellement enrichissement illicite, abus de fonction, détournement de fonds publics, ça fait sérieux, hein? Mais quand on cherche les détails, les faits, les preuves concrètes, il n'y a plus personne. Tout est vague, rien n'est clair, tout sonne comme un procès sans défense. Au fond, tout ce qui entoure le dossier de Abdelhamid Riss
semble découler d'un événement clé, l'extradition en août 2020 du célèbre adjudant-chef Er Mouera, ancien bras droit de Gaïd Salah. C'est là que les soupçons s'enclenchent, on commence à murmurer qu'il ferait partie ou qu'il saurait trop de choses d'un prétendu réseau de corruption militaire. Mais quand on gratte un peu, ce qu'on trouve, ce sont des témoignages arrachés sous pression, des familles manipulées, menacées, instrumentalisées pour monter une accusation sur des fondations qui tremblent. Et le plus troublant, c'est que c'est tout ce qu'on a. Voilà ce qu'on peut dire avec certitude. Parce que concrètement, ce fameux dossier, il est vide, totalement vide. Et posons la vraie question, un homme accusé d'avoir détourné des fortunes, il doit bien en avoir laissé des traces? Non. Où sont les villas, les comptes bancaires planqués à l'étranger, les résidences de luxe au nom de ses enfants, les 4x4 rutilants immatriculés à son épouse? Rien. Pas la moindre preuve matérielle. Quand on vole, forcément l'argent finit quelque part dans des coffres, dans des murs, dans des noms interposés. Mais là, silence radio. Pas une trace. Et ça, c'est peut-être le plus dérangeant. Quand quelqu'un mène grand train, ça se voit. On achète, on accumule, on affiche. C'est inévitable, les signes extérieurs de richesse trahissent toujours leurs auteurs. Mais dans le cas du général-major Abdelhamid Riss, rien. Zéro. Silence fiscal. Ni villa tape à l'œil, ni train de vie suspect, ni patrimoine familial hors norme. Les perquisitions menées à son encontre n'ont rien mis au jour. Pas de compte exotique, pas de luxe dissimulé. Bref, aucun indice d'un enrichissement illicite, ni ostentatoire, ni discret, juste rien. Et pourtant, on a relié son nom à toute une série d'affaires. Celle de Hamid, celle de Wassa. Et surtout le fameux dossier du démantèlement du clan Gaïd Salah. En réalité, Abdelhamid Riss a été emporté dans une opération de nettoyage orchestrée par Saïd Chengriha, qui visait à faire table rase de l'ancien cercle de pouvoir pour mieux installer le sien, une purge en règle. Et Riss s'est retrouvé sur la mauvaise liste au mauvais moment. On peut admettre que Saïd Chengriha ait voulu écarter Abdelhamid Riss du jeu. Il le voyait comme une menace, un vestige trop encombrant du système Gaïd Salah. Peut-être voulait-il simplement le pousser à la retraite, le neutraliser discrètement. Mais ce qui s'est passé dépasse tout entendement, l'envoyer en prison, lui coller 15 ans de réclusion, lui interdire l'accès aux soins, le couper de ses proches, lui refuser même la chimiothérapie. C'est plus qu'une punition. C'est une méthode de destruction lente. Ce n'est pas une décision de justice. C'est une vengeance maquillée en verdict. C'est cruel, inhumain, indigne. Oui, c'est un crime. Et je le répète pour que ça résonne, ce n'est pas de la justice. C'est un crime. Point. Et ce n'est pas tout. Le procès lui-même, un théâtre opaque. Zéro transparence. La famille n'a même pas eu accès au dossier. Aucun respect de la présomption d'innocence. Aucun droit à la défense réelle. Un procès fantôme dans une salle obscure. Et ce dossier, cette affaire, qu'on le veuille ou non, nous oblige à ouvrir les yeux sur ce qui se trame dans les coulisses de l'institution militaire algérienne. Parce que ce n'est pas un cas isolé, c'est un symptôme. Certains disaient qu'Abdelhamid Riss était irréprochable. D'autres le traitaient de salaud, de manipulateur, voire de danger public. Moi, j'ai fait mon boulot. Une enquête sans filtre ni parti pris. Et je le dis sans détour, je l'ai critiqué ouvertement. À l'époque où il était encore aux commandes, j'ai même été le premier et apparemment le seul à révéler en 2020 que Riss suivait un traitement médical à Genève en Suisse et que les autorités suisses en pleine crise sanitaire l'avaient gentiment invité à plier bagages et à continuer ses soins en Algérie. Ce n'était pas une attaque, c'était un fait. D'ailleurs, je n'ai jamais mâché mes mots sur ce sujet. J'étais le seul à dire publiquement que la prise en charge médicale de Riss à l'étranger coûtait une fortune au trésor algérien. Trop selon moi. À l'époque, je trouvais ça excessif, injustifié. Alors non, je n'ai jamais été dans sa poche. Je ne suis ni complice, ni silencieux, ni complaisant. Je ne suis ni son ami, ni son défenseur, ni son soldat. Juste un journaliste, et ça personne ne peut me l'enlever. Je vais vous le dire franchement, je ne fais pas dans le faux semblant. Je ne vends pas des récits enjolivés, je m'en tiens aux faits, et la vérité, je la cherche, je la vérifie et je la dis. Rien d'autre. Abdelhamid Riss, ce n'était pas un saint. Il avait ses défauts comme tout le monde. Mais il avait aussi ses qualités et pas des moindres.
C'était un homme de dialogue, de compromis, de conciliation. Il ne faisait pas partie de ces profils autoritaires qui imposent leurs lois par la force. Et croyez-moi, dans l'univers souvent brutal de l'institution militaire algérienne, c'est loin d'être une qualité répandue. Il tranchait par son intelligence, par sa capacité à écouter, à chercher l'équilibre plutôt que la confrontation. Alors quand on m'a dit qu'il était corrompu, qu'il s'était gavé de millions, qu'il avait bâti un empire financier sur le dos de l'État, j'ai vérifié. Et ce que j'ai trouvé? Rien. Absolument rien. Pas la moindre trace d'un train de vie suspect. Pas de propriété luxueuse, pas de yacht planqué et surtout, chose rare, un homme qui refusait systématiquement les cadeaux même à l'étranger, même face à des autorités. Un jour, une source de toute confiance m'a glissé une anecdote que je n'ai jamais oubliée. C'était il y a environ 1 an. Abdelhamid Riss, alors en mission officielle en Allemagne, représentait le ministère de la Défense nationale. À la fin de cette visite, les autorités allemandes, comme le veut l'usage diplomatique, lui proposent un présent de courtoisie. Et la surprise, il refuse net. Pas un refus poli. Un non clair sans détour. Son geste a tellement surpris les autres Allemands qu'il a frôlé l'incident diplomatique. Mais Riss est resté droit dans ses bottes. Pas question de céder à ce qu'il considérait comme une tentative, même indirecte, d'influencer ou d'acheter la sympathie. C'était sa ligne de conduite. Il rejetait systématiquement les cadeaux, considérant qu'ils pouvaient dissimuler une forme de corruption. À ses yeux, tant qu'aucune autorisation claire ne venait des plus hautes sphères de l'État, il n'était pas question d'accepter le moindre objet venu de l'étranger. Et dans les cas exceptionnels où il se voyait contraint d'accepter par protocole ou obligation de représentation, il ne gardait rien. Tout était remis directement au ministère de la Défense, qui décidait ensuite de ce qu'il convenait d'en faire. Jamais Abdelhamid Riss n'a gardé pour lui le moindre présent. Et ce n'est pas moi qui le dis à la légère, plusieurs sources fiables indépendantes recoupées me l'ont confirmé. Pas un seul cadeau, pas un seul geste déplacé, et pourtant certains ont tenté de le salir, de l'associer à l'affaire Bounuira. Accusation gratuite. Il n'a aucun lien avec cette histoire, aucun rapport avec un quelconque complot, ni de près ni de loin. Ce qu'il a fait, c'est servir son pays, loyalement, sans bruit, sans trahison. Il faisait partie de ceux qui, à l'époque, étaient proches de Gaïd Salah, un homme qu'il respectait profondément. Certains diront même qu'il le vénérait à l'image de nombreux hauts gradés de l'armée nationale populaire qui, à cette époque, vouaient une loyauté sans faille à leur chef. Et ce chef, justement, Gaïd Salah, a dirigé l'armée en tant que chef d'état-major de 2005 à 2019. Mais si l'on veut être encore plus précis, certains documents indiquent qu'il occupait déjà ce poste dès 2004. Et de 2013 à 2019, il était également vice-ministre de la Défense nationale. Une figure centrale, incontournable. Ahmed Gaïd Salah, ce n'était pas un nom qu'on prononce à la légère, c'était une figure, un repère, une page entière de l'histoire militaire algérienne, un personnage marquant, intransigeant, parfois rude, mais profondément respecté. On pouvait ne pas tout accepter de lui, mais il imposait naturellement le respect et la loyauté. Et malgré sa fermeté, il avait ce quelque chose, une forme de charisme brut qui le rendait étonnamment attachant. Ceux qui ont travaillé à ses côtés le disent, tous ils suscitaient admiration, dévotion, parfois même affection. Et Abdelhamid Riss ne faisait pas exception. Loin d'être le seul, il faisait partie de cette génération de généraux profondément marqués par l'influence de Gaïd Salah. Pour rappel, ce dernier a dirigé l'état-major de l'armée nationale populaire du 3 août 2004 jusqu'à sa disparition le 23 décembre 2019. 15 années de commandement gravées dans la mémoire de l'institution. On nous l'a souvent répété, Abdelhamid Riss serait un conspirateur, un traître, un homme de l'ombre. C'était le récit officiel. Mais creusons un peu, voulez-vous? La vérité était bien différente, ce n'est pas un comploteur, c'est une victime de complot. Un piège soigneusement monté, basé sur des rapports truqués, rédigés sur mesure, pour détruire une réputation. Tout était fabriqué, tout était orchestré. À l'époque qui était aux manettes de ce montage, la direction centrale de la sécurité de l'armée, alors dirigée par le général Sid Ali Vzmeli,
mais surtout influencé par l'ombre d'un autre homme, son propre frère, le colonel retraité Omar Werli. Ce dernier formait un tandem redoutable avec le colonel Tariq Amira, figure de poids du renseignement extérieur. Pourquoi était-il si puissant? Parce que Tariq Amira, proche intime de Werli, bénéficiait d'un accès privilégié à toutes les strates du pouvoir souterrain, un noyau dur, un trio silencieux mais redoutablement efficace pour faire tomber ceux qu'il voulait voir disparaître. Et c'est ce petit cercle déjà dénoncé dans plusieurs de nos enquêtes qui a remis un dossier accablant à Sid Ali Vzmeli visant non seulement Abdelhamid Riss, mais aussi d'autres officiers de haut rang comme le général Joseph Bizit. Des documents biaisés, des accusations taillées sur mesure, un plan pas une justice. Déjà, soyons clairs une bonne fois pour toutes, tous ces noms que certains pensent que je défends ici, je les ai moi-même exposés au grand jour. Prenez par exemple le général-major Youssef Bitt, oui, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Yousf Bitt. Ce monsieur n'est pas un inconnu ex-chef de la DDSE, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure en 2020, et déjà à la manœuvre sous BFC entre 2017 et 2019. Eh bien, c'est moi qui l'ai critiqué. Publiquement, fermement, surtout lui. Maintenant, que s'est-il passé avec Abdelhamid? Toute cette affaire part d'une rumeur soufflée à Tchengriha. On lui a fait croire que Riss jouait double jeu, qu'il tentait de se rapprocher de Tebboune, de créer une passerelle, une complicité. Le but, gagner sa faveur, sa confiance, pour finir nommé vice-ministre de la Défense nationale. Une simple rumeur peut-être, mais une rumeur qui a suffi à enclencher la machine infernale. Quand Saïd Tchengriha a été propulsé à la tête de l'état-major de l'ANP, on aurait pu penser qu'il allait immédiatement se débarrasser d'Abdelhamid Riss. Eh bien non. Le général-major est resté en poste bien en place jusqu'en 2021. Pendant presque 2 ans, il a tenu bon à son poste de secrétaire général du ministère de la Défense nationale, tout en essuyant dans l'ombre une pluie de rapports trafiqués soigneusement orchestrés par l'entourage de Tchengriha. Car la vérité, la voici, Tchengriha l'a toujours redouté, depuis le premier jour. Pourquoi? Parce que Abdelhamid Riss, c'était un cerveau, un technicien de haut vol, un stratège aguerri. Il avait une lecture fine des rouages internes de l'appareil militaire, une expertise que Tchengriha, lui, n'avait tout simplement pas. Alors au lieu de l'affronter à découvert, on l'a miné par en dessous. Subtilement, lentement, mais sûrement. Dès qu'il a posé un pied dans les hautes sphères du pouvoir Tchengriha, n'avait qu'une idée en tête: pulvériser tout ce qui portait l'ADN du clan Gaïd Salah. Les faire tomber un à un, les pousser dans les geôles et remplacer cette vieille garde par sa propre équipe, son propre réseau. Et pour que le plan fonctionne, il a dû vendre l'idée à Tebboune. Comment? En le convainquant que si ces anciens de Gaïd restaient en place tôt ou tard, ils se retourneraient contre lui et contre lui aussi. Alors autant installer un système tout neuf, un mécanisme sous contrôle, taillé sur mesure pour durer au sommet du pouvoir. Ce qui se jouait entre Abdelhamid Riss et Tchengriha, c'était ni plus ni moins qu'une course contre le sablier. Les deux voulaient verrouiller une alliance stratégique avec Tebboune avant l'autre, car Tchengriha craignait qu'Abdelhamid, avec son profil de haut fonctionnaire respecté, ne réussisse à décrocher un strapontin de vice-ministre de la Défense, ou pire encore qu'il devienne un pilier incontournable du cercle rapproché présidentiel. C'est exactement pour ça que Tchengriha a sorti l'artillerie lourde contre Abdulhamid Ghanis. Il fallait l'éjecter, et vite. Alors on lui a bricolé un dossier de toutes pièces, on l'a fusionné de force avec l'affaire Hermed Bouera, histoire de faire croire à un vaste réseau mafieux. Puis on a rajouté une couche en l'accusant de magouille avec les Émirats. Résultat, un beau dossier vide, pas la moindre preuve sérieuse, aucun document accablant, juste un tas de rumeurs recyclées et de commérages cousus de fil blanc. Une opération d'enfumage digne d'un scénario de série. Et Youssef Bitt, même traitement. Tchengriha ne pouvait pas le sentir non plus. Il le soupçonnait à tort ou à raison de préparer quelque chose dans l'ombre. Et comme entre 2019 et 2021, Tchengriha flippait à chaque recoin, il a préféré rayer de la carte tous ceux qu'il percevait comme des menaces potentielles. Son plan éliminait un à un les gêneurs pour s'accrocher au sommet. Peu importait la méthode, seul comptait le résultat.
Pour Tchengriha, tous les généraux de l'appareil militaire étaient perçus non pas comme des collaborateurs, mais comme des obstacles, des rivaux à écarter, des gêneurs à faire taire, des ennemis à neutraliser. Et pour être clair, Youssef Bitt, je ne l'ai jamais défendu. Bien au contraire. J'ai multiplié les analyses critiques sur lui et il suffit de fouiller un peu nos archives pour tomber sur une ribambelle d'enquêtes qui le concernent. Les faits sont là, étayés et publics, et ce n'est pas tout. Le général B, alias Bosé, lui aussi a été scruté à la loupe. On ne lui a rien épargné. On a consacré plus d'une émission entière à ses dérives. D'ailleurs, tenez-vous prêts, un live complet arrive bientôt, rien que sur son cas. Parce que soyons honnêtes, le cas Bosé mérite un dossier à part entière tant il concentre de contradictions et de zones d'ombre. Souvenez-vous, c'était il y a 5 ans. À l'époque, Bosé venait tout juste d'être propulsé au sommet de l'une des directions les plus sensibles de l'appareil sécuritaire algérien, la fameuse DDS-ex-DRS, cette tour de contrôle de l'espionnage algérien. Nous étions parmi les premiers à documenter son ascension fulgurante à en dévoiler les dessous. Consultez notre article du 16 avril 2020, tout y est, son parcours, ses bévues, ses jeux d'alliance et surtout ses failles les plus flagrantes. Le retour de Youssef Bitt, un scénario que personne ne souhaitait vraiment voir se produire, en tout cas pas du côté de Tchengriha. Il n'avait jamais porté cet homme dans son cœur et pour cause, il était persuadé que si Tebboune l'avait fait revenir sur scène en 2020, ce n'était pas anodin. L'idée, le parachuter aux commandes des renseignements, le mettre à la place du général-major Tag en tant que super coordinateur des services secrets. Entre Bitt et Tchengriha, c'était la guerre froide à ciel ouvert. Les deux hommes ne pouvaient pas se voir. Pour Tchengriha, Bosé représentait une menace permanente, un électron libre capable de déstabiliser ses plans. Il le soupçonnait de manigance, de vouloir contrer ses ambitions autoritaires et surtout de faire capoter son grand dessein, verrouiller toutes les rênes du pouvoir au sein de l'appareil militaire. Même sort, même scénario, il a tenté de se positionner, on lui a tranché la tête politique, au sens figuré, bien sûr. Résultat, direction la case prison. Si vous vous souvenez bien, c'était aux alentours de 2022. Peu de temps après, le couperet est tombé, condamnation lourde, disparition totale du paysage médiatique. Évaporé, silence radio. Le général Bitt, oui, lui aussi a eu droit à son chapitre. On vous avait déjà raconté l'histoire de ce 4x4 venu tout droit des Émirats, un cadeau officiel qu'il aurait quand même eu la présence d'esprit de déclarer auprès du ministère de la Défense nationale. Et puis il y a 3 ans, on évoquait déjà les fastes d'un autre général. Ah non, celui-là c'était Mohamed Kaïdi, autre dossier, autre festin, ce qu'on détient. Une archive monumentale fouillée de fond en comble, aussi dense que détaillée. L'affaire Abd Hamid et Youssef Bitt. Rien d'autre qu'une vieille vendetta à peine maquillée. Un règlement de compte pur et dur, et puisque Tchengriha tenait les rênes du pouvoir, il a simplement appuyé sur le bouton « Élimination ». Justice militaire en laisse, verdict assuré. Il faut dire que l'homme contrôlait la DCSA, la fameuse Direction centrale de la sécurité de l'armée, comme on contrôle un téléviseur avec une télécommande. Il pouvait envoyer n'importe qui derrière les barreaux à l'heure qu'il voulait, sans rendre de compte à personne. Et comme Tebboune, de son côté, avait tiré un trait sur le clan Gaïd Salah, ne leur accordant plus la moindre once de confiance, l'affaire était vite pliée. Pendant la présidentielle de décembre 2019, Tebboune a vite saisi la musique, le clan Gaïd Salah ne chantait pas pour lui. Pire, il battait la cadence pour un autre prétendant au trône, un certain ancien boss de la DGSI, celui qui dirigeait les services de renseignement intérieur algériens à l'époque. Un soutien en coulisses, mais un sabotage en pleine lumière. Wassini Bouaza, justement, n'a jamais digéré l'idée de voir Tebboune au sommet. Lui, il poussait les pions d'un autre homme, un visage bien connu, ex-secrétaire général du RND, ancien ministre de la Culture. Bref, pas un inconnu du système. Et devine quoi, Tebboune, il n'a pas oublié. Il a eu des comptes à régler et il s'en est chargé. Tebboune avait une dent et pas qu'une. Il gardait en travers de la gorge le fait que les proches de Gaïd Salah, à l'époque, n'avaient jamais vraiment cru en lui. Dans leur scénario, il n'était pas censé atterrir au sommet de l'État. Et ça allait se payer tôt ou tard. Alors il a changé de cap. Il a planté le drapeau ailleurs. Il a tourné le dos aux fidèles du vieux clan, troqué les anciennes allégeances contre de nouvelles alliances bien plus utiles pour
les réduire en miettes. Résultat des courses, Abdhamid s'est retrouvé derrière les barreaux. Maintenant, certains me diront « Abdou qu'ils s'écharpent entre eux, où était le problème ?» Eh bien, le souci, c'est que derrière les noms comme Abdhamid Reed ou Jam, il y avait des hommes d'institution, des piliers de l'État. Et quand on fait tomber des colonnes, c'est tout l'édifice qui tremble. Ces hommes n'étaient pas des figurants dans un décor militaire. Ils ont dirigé, structuré, servi avec loyauté les rouages stratégiques de l'armée nationale populaire. En 2019, souvenez-vous, c'est Asdobi ou Asdoubi, selon les accents qui bénéficiaient du soutien massif du clan Gaïd Salah. Mais à la fin, c'est Ahmed Gaïd Salah en personne qui a tranché, il a misé sur Tebboune. Et c'est lui qui l'a hissé au sommet du pouvoir. Ils avaient 1000 façons de régler le cas Abdhamid. Le renvoyer possible, lui retirer ses fonctions faciles, l'envoyer en retraite anticipée, lui ôter ses avantages acceptables. Et ça aurait suffi. Mais non, il fallait l'humilier, l'abattre à petit feu, enfermer un septuagénaire malade, lui interdire l'accès aux soins et lui coller 15 ans ferme, c'est plus une peine, c'est une exécution déguisée. Soyons sérieux, quel est le sens, quelle est la dignité d'enfermer des hauts responsables âgés, usés par les années qui ont servi l'État au plus haut niveau? À quoi bon, franchement, si ce n'est pour les briser, les rayer de la mémoire collective, les écraser sous le poids de l'humiliation et de la douleur? Alors pourquoi tant d'acharnement? Quelle logique dans tout ça, ça ne veut strictement rien dire. Dans des sociétés qu'on appelle civilisées, quand un détenu dépasse les 75 ans ou approche les 80 balais, on pense à l'humain. On parle de libération sous condition d'assignation à résidence de contrôle judiciaire. Il existe une palette de sanctions qu'une justice digne de ce nom aurait pu utiliser. Mais ici, on a fait l'inverse. On a enfermé des personnes à bout de souffle, malades, usées. On les a privés de soins. Et certains sont morts derrière les barreaux. Que ça plaise ou non, c'est la réalité. Écoutez Serko et les autres. Oui, ils étaient du côté de Gaïd Salah. Oui, ils ont fait partie de ce clan. Et alors, ces hommes-là, ils ont mis leur vie en jeu pour cette nation, surtout pendant les années de feu durant la décennie noire. Ce sont des soldats de l'ombre qui ont agi quand l'Algérie saignait. On parle ici d'hommes qui, dès les premières heures de l'indépendance, ont retroussé leurs manches pour construire une armée brique par brique. Certains ont 30-40 années de loyaux services derrière eux, toute une vie donnée à l'État, à cette machine militaire qu'ils ont contribué à forger. Qu'ils aient fait des erreurs, soit, on pouvait très bien leur demander des comptes autrement. Mais les traîner comme des criminels, les jeter derrière des barreaux alors qu'ils sont malades, leur interdire les soins, leur refuser le droit de voir leurs proches ou d'être hospitalisés, c'est inacceptable. C'est de l'acharnement, pas de la justice. Il ne s'agit plus là de justice, ni même de représailles. C'est une exécution à petit feu orchestrée avec froideur. Un projet macabre destiné à briser, à faire disparaître. C'est de la brutalité pure, de la cruauté sans phare. C'est une barbarie d'État. J'envoie tout mon soutien à la famille d'Abdhamid Riss. Je suis lucide, ses chances de guérison sont infimes. Un cancer des poumons, c'est une sentence implacable, et dans ces conditions, c'est presque sans appel. Et je me tiens aux côtés de toutes les familles de prisonniers politiques, y compris celles de ces hauts gradés algériens dont les pères vieillissants croupissent en cellules rongées par des maladies chroniques lourdes, enfermées sans ménagement ni compassion. Pardonnez-moi de le dire ainsi, mais ce ne sont pas seulement ces généraux qu'on a traînés dans la boue, c'est l'Algérie elle-même qu'on a rabaissée, piétinée, salie, et tout ça dans une brutalité froide dénuée de la moindre once d'humanité.